C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir aussi aujourd'hui pour cette présentation de l'indice de la faim dans le monde et au Niger. C'est un exercice que nous faisons depuis 14 ans sur la base d'un travail conjointement fait par l'ONG Concerne et Weltunga Hilfe. Alors, l'objectif de ce travail-là, c'est de rappeler encore l'importance de la problématique de la faim dans le monde, de montrer les fluctuations qui ont lieu dans la mesure de l'indice de la faim, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des aggravations ou est-ce qu'il y a eu réduction, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu ces évolutions-là et ensemble de réfléchir à comment apporter des solutions adéquates et novatives. C'est depuis 2006 que la WHH et ses partenaires se sont engagés à mesurer l'état de la sécurité alimentaire mondiale. À cette fin, l'indice de la faim dans le monde a été élaboré et a fait depuis l'objet d'une enquête annuelle. Et je suis heureuse de pouvoir dire que la coopération allemande soutient cet important exercice qui continue à placer la question de la sécurité alimentaire en tête de l'agenda international. L'indice de la faim 2019 arrive à la conclusion encourageante que des progrès ont été faits dans la lutte mondiale contre la faim et la malnutrition. Je félicite vivement le gouvernement du Niger et tous les acteurs et organisations impliqués dans la lutte contre la faim pour cette excellente réussite. Au nom du gouvernement du Niger, je remercie la communauté humanitaire et les ONG nationales et internationales dont WHH qui s'investissent dans cette démarche qui consiste à lier les interventions d'urgence, la stabilisation, les projets de renforcement de résilience des populations et les programmes de développement durable. Sur ce, je déclare ouverte la cérémonie de présentation du rapport sur l'indice de la faim dans le monde et au Niger. Je vous remercie de votre attention. Le Niger est donc classé 101e sur 117 avec un score de 30,2 qui est donc catégorisé comme grave. Alors, maintenant, nous avons aussi des recommandations plus globales qui ne concernent pas que le Niger, mais tous les pays qui ont été étudiés dans le cas de ce rapport-là. C'est d'abord renforcer la résilience et l'adaptation pour mieux répondre et se préparer contre les catastrophes naturelles. Et là, nous mettons l'accent sur les connaissances endogènes locales qui existent pour, ensemble, mieux avec les populations, faire face à ce défi-là. La transformation des systèmes alimentaires est importante, aussi bien que la lutte contre les inégalités, et notamment en ce qui concerne les femmes. Et puis, enfin, atténuer le changement climatique, garantir la sécurité alimentaire et accroître le financement équitable. Il n'y a pas plus de 20 ans, on était à 600-700 kg de mil à l'hectare. Nous sommes tombés aujourd'hui à moitié, 450. Et dans certains cas, c'est 5 kg ou 200 kg. Ça, c'est en situation normale. Quand vous ajoutez l'effet de sécheresse, quand vous ajoutez les invasions des sauterelles ou d'autres prédateurs, ou d'autres déprédateurs, eh bien, vous allez avoir peut-être des acteurs qui ne vont produire pas grand-chose. Il faut reconnaître que le changement climatique, la gouvernance des ressources, la gouvernance foncière, ce sont les problèmes de fond. Il y en a d'autres, mais ce sont, à mon sens, les problèmes majeurs de fond auxquels le Niger fait face aujourd'hui. Le foncier, c'est ça le socle. Tant que la population n'a pas accès à ces ressources de production,
tout ce que nous sommes en train de faire sera voué à l'échec. Quel est vraiment l'impact que le changement climatique produit sur l'insécurité alimentaire ou bien la faim? C'est une réalité qu'il y a un problème où il y a des actions qui agissent sur le climat, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre agriculture n'est plus compétitive. Elle ne produit pas pour nourrir tout le monde. Ailleurs, il faut les milles irrigués. Est-ce que l'initiative 3N, ils ont des perspectives propres à elles qui nous permet d'aller vers cette production irriguée? Bien sûr, c'est une des priorités et c'est dans ce cadre que tous les ouvrages qui sont en train d'être faits pour la maîtrise de l'eau, pour justement que sécheresse ne rime pas avec famine, c'est dans ce sens que tout cela est en train d'être fait. Notre élément qui est très important aujourd'hui, c'est l'information climatique. L'information climatique dont les populations n'ont pas souvent accès, ou bien parce qu'en réalité les scientifiques et les innovateurs n'ont pas le moyen de les toucher, de leur donner la communication nécessaire. Nous, en tant que structure de recherche, on s'intéresse forcément à comment prédire ce qui va se passer encore sur ce qui concerne les aspects agricoles, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter donc à ce changement climatique. Et nous, en tant que société civile, c'est aller auprès de cette population-là et essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire cette liaison entre eux et l'État afin qu'ils puissent être aidés. Cette question de crise alimentaire ou de famine ou de faim, ça dépend des concepts utilisés. Pour nous, il s'agit de faire une sorte de socio-histoire de ces phénomènes qui sont quand même cycliques au Niger, hein, et qui ont eu des réponses diverses et des interprétations différentes en fonction de ceux qui gèrent. Il faut éviter les pratiques néfastes. Donc le Niger n'y s'y est pas engagé, il faut continuer à préconiser les cultures vivrières, supprimer la polyculture, éviter le travail du sol qui a des conséquences néfastes, et tout ceci permettra finalement d'avoir un impact plus positif pour l'agriculture. Quelle est la politique qui conjugue les résultats de recherche agronomique aux leçons tirées par les parents, par nos parents qui sont au village? Donc vraiment une politique de vulgarisation qui marie les deux. Nous, à WHH, Dr Malik Ba, il est là. Ça fait plusieurs années que nous avons une coopération avec ICRISAT, actuellement sur 3 projets. Et ensemble, nous traquons la vérité scientifique qui nous permet d'aller au-delà de chantiers battus. Mais une fois que nous avons fait ça, que nous essayons de former dans les communautés, même des producteurs de semences certifiés par l'État, à un moment donné, il faut comprendre que nous ne pouvons pas rester éternellement sur les mêmes populations aux mêmes endroits. Il faut que lorsque nous nous désengageons, que l'État prenne le relais, que les services techniques puissent continuer. Et c'est là où nous attendons aussi de la part des autorités l'appui nécessaire qu'il faut. VHH, les 2 dernières années, nous avons récupéré 2000 hectares. 2000 nouvelles superficies pour quoi 6000 ménages qui ont de nouveau des champs. On a récupéré de l'espace qui n'existait pas avant, sur lesquels on ne pouvait pas faire de la culture parce que c'était des sols dégradés. L'initiative est louable, en ce sens qu'elle a permis la rencontre des grands acteurs sur le changement climatique et surtout lié à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les débats, en tout cas les présentations d'abord qui s'en sont suivies, c'était des présentations pertinentes avec des débats très riches et variés et un panel qui a été bien géré dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est vraiment une occasion qui vient à point nommé, où c'est un cadre qui nous permet d'apprécier à sa juste valeur tous les efforts que les associations et ONG de développement interviennent pour aider l'État à gérer les questions liées à l'urgence, notamment de plus en plus avec la question de la problématique du changement climatique, de l'insécurité de façon générale et de l'insécurité alimentaire en particulier. J'ai remarqué que WHH n'est pas une ONG qui travaille toute seule. Elle est dans le cadre d'un consortium de beaucoup d'autres associations ONG
qui œuvrent dans le même domaine. Et je crois que dans le cadre de la mutualisation des moyens, c'est une bonne chose à mon avis.